Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission des chansons de ma vie sur Radio J. Alors aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir, un auteur, compositeur, producteur, éditeur, chanteur, découvreur, entrepreneur et innovateur, que de rimes en heure, c'est Pascal Obispo qui nous fait l'honneur, encore une rime, de sa visite. Bonjour Pascal, comment allez-vous ? Bonjour monseigneur. Encore une. Pascal, avant même que nous ne rentrions dans le cœur même de l'émission, les chansons de votre vie, ces chansons que vous nous avez envoyées, que vous avez choisies. C'est difficile à choisir parce que les chansons de ma vie, il y en a plein. C'est pas plein, il y en a des milliers et des milliers. On se doute bien que ces 5-là n'étaient pas du tout un choix exhaustif. J'aimerais que l'on parle tout de suite de votre actualité, une actualité dont on parle beaucoup en ce moment, Obispo All Access. Comment se porte votre nouvelle et assez révolutionnaire application ? Parce qu'elle est carrément unique en son genre, quoi. Ouais, enfin, elle est unique, mais même si il y a quelques artistes qui ont tenté aussi l'expérience et qui font ça aussi, et je les salue d'ailleurs. Il y a 16, Da Silva. Le côté unique, c'est parce que j'ai mis à disposition tous mes albums que j'ai pu faire depuis le début et jusqu'à Billets de Femme, c'est-à-dire jusqu'à 2015. Gratuitement pour l'instant. Oui. Donc ça va être pendant un certain temps parce que je vais pas les laisser tout le temps non plus. Parce que voilà, il faut quand même que les gens considèrent aussi que la musique ce n'est pas gratuit. On doit travailler avec beaucoup de monde, ne serait-ce qu'ici, vous voyez, il y a un ingénieur du son, il y a quelqu'un qui s'occupe des micros, qui vous amène à boire, quelqu'un qui règle tout. Donc tout ça, ce sont des personnes qui ne sont pas bénévoles, bien sûr, des personnes qui travaillent. Et pour construire une application, on a besoin de beaucoup de monde. Donc d'abord, cette application sera pour mon ancien catalogue gratuit. Et si on veut passer le pas, donc on s'abonne pour le prix de 2 crêpes au chocolat. 2 crêpes au chocolat, ça fait 5 €, c'est ça ? Et pour un an, ça fait le prix d'une place de concert. Et donc là, je livre beaucoup de choses, beaucoup d'albums. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un album tous les 3 ans, mais ça sera plutôt un album entier tous les plutôt 3 mois. Ça sera beaucoup de musique dans des styles très très différents, qui vont de l'électro au rock, au jazz, la musique pour la méditation, beaucoup de chansons françaises parce que j'ai chanté beaucoup de titres parce que j'adore évidemment cette langue. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré au moment où j'ai quitté entre guillemets Rennes quand je faisais du rock avec mes copains. Nous allons parler de ça. Et c'est vrai. Et puis il y a aussi une chaîne avec des contenus, avec des documentaires, avec beaucoup de clips, avec des histoires de chansons aussi. Avec l'histoire des chansons, avec les lives aussi qui sont sortis, mais ceux qui sont jamais sortis, que je vais sortir désormais tous les ans. J'en ai 5 que j'ai enregistrés. Il y aura des karaokés, il y aura un petit peu plus tard des cours, il va y avoir des rencontres. Il y a beaucoup de choses en fait. Et je me suis aperçu que c'est un véritable média en fait que vous avez créé. Oui, c'est comme c'est un laboratoire personnel. C'est une maison de musique, comment on peut appeler ça. C'est un petit cordonnier au coin de la rue qui vous fait du travail de qualité et de l'artisanat d'orfèvre, quoi, en fait. Exactement. Je suis un artisan et je voulais redevenir un artisan. Je voulais retravailler le bois, retravailler la matière avec mes mains. Je voulais quelque part me replier peut-être sur moi-même pour qu'on me connaisse peut-être encore mieux, parce que le côté industriel, le côté on fait un album et puis on vient faire la promo tous les 3 ou 4 ans. Il y a quelque chose qui ne m'allait plus, qui rentrait pas dans le détail, ni de la personnalité, ni de la performance, ni du travail, ni de la musique, donc ni des images. Ni de votre vision artistique, tout simplement. Voilà, donc votre esthétisme. J'avais besoin qu'on rentre plus dans les détails et qu'on comprenne avant la fin, c'est-à-dire avant que je sois plus là, qui j'ai été. Ça, c'est important pour moi. En fait, c'est un formidable cadeau que vous êtes fait pour vos 56 printemps. Oui, c'est un cadeau que je me suis fait parce que s'il y a encore des personnes qui pensent que cette opération est rentable, je pense qu'ils comprennent pas trop comment ça marche. Donc effectivement, je suis mon propre mécène. Oui, mais vous dites que la liberté n'a pas de prix non plus. Ça, oui, c'est vrai. Elle a pas de prix, mais elle a un prix et je m'en aperçois avec cette application.
Et si les gens s'abonnent, ça va me permettre de faire plus de choses, de faire plus de contenu et de faire plus d'albums. Voilà, et de proposer beaucoup plus de choses intéressantes, avec des rencontres aussi. Ça va me permettre de par exemple d'enregistrer avec des violons, des cordes. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est un cadeau qui est cher, que je me suis fait, c'est un cadeau risqué. Mais pour les gens qui viennent, c'est quelque chose quand même qui est assez unique au monde. Il y a pas. C'est-à-dire que si on appuie si on s'abonne à une playlist sur Spotify, Deezer, ou moi je suis sur Spotify, hein. On a que le son. On a que le son, avec une espèce d'image qui passe en boucle. Très bien, mais moi ça me suffit pas quand je fais des playlists, que ce soit pour Michel Berger, Biolay ou AC/DC, Coldplay, les Beatles. J'ai envie d'avoir d'autres choses. De savoir qui a fait la chanson, voilà, de savoir qui joue. Et j'ai pas envie de perdre mon temps sur YouTube à chercher des choses et puis tout d'un coup, et en plus en sachant que les pauvres gens qui sont là-dessus ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. C'est clair. Je préfère avoir. C'est le moins qu'on puisse dire. Je préfère avoir donner un endroit justement où on puisse trouver tout sur quelqu'un, et c'est ce qu'a fait Disney. C'est votre univers en fait. Oui, c'est mon univers bien sûr, mais avec une forme de, c'est pas quelque chose qui est forcément auto-centré. Oui, c'est auto-centré sur mes appétences, sur mes goûts, sur ce que j'aime, mais c'est pas auto-centré sur ma personnalité entre guillemets. On se doute bien que sur votre application, vous n'allez pas mettre des gens que vous détestez. Enfin, ça paraît normal. Non, mais je pourrais mettre que moi. Oui, non, c'est pas le cas. Comme sur les réseaux sociaux, on se fait des photos de soi-même. C'est ça. Et on montre ce qu'on mange, etc. Et en train de manger sa propre pizza, oui, bien sûr. Regardez comme je suis beau. Et c'est intelligent surtout. Voilà, donc en fait, non, c'est pas ça. C'est quand même l'ouverture à d'autres choses. Pascal, juste pour nos auditeurs, on va préciser aussi la promesse de cette application. Tous les vendredis, il y aura un nouveau studio. C'est une surprise, voilà, choisie de façon aléatoire. Alors non, exactement pour bien préciser, oui. Pardon. Enfin, en fait, tous les vendredis, je vais poster quelque chose. D'ailleurs, tout ce week-end, j'ai passé mon week-end à faire le planning sur 2 ans déjà. Je sais exactement ce qui va sortir. Et ça sera du contenu qui sera soit une chanson, ou soit 2, ou soit une interview ou une rencontre, une interview de mon épouse, ou une rencontre avec quelqu'un, ou soit, je sais pas, un film, soit un documentaire. Aléatoire est important. Alors aléatoire, ça c'est quand c'est pas le vendredi. D'accord, moi je pensais que c'était le vendredi, mais c'était un choix aléatoire, c'est-à-dire que ça pouvait être ça ou ça. Voilà. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est aléatoire. Moi, c'est ce que j'avais compris. Voilà. Donc en fait, c'est aléatoire aussi le vendredi, parce que je posterai toujours quelque chose. Voilà. Donc en fait, ceux qui s'abonnent, ils ont une garantie que tous les vendredis il y aura quelque chose. Voilà. Même si demain, toutes les veilles de Shabbat, il y aura un truc. Même demain, juste avant. Juste avant, parce que ça se passera à 10h le vendredi. Donc c'est parfait. Donc c'est avant Shabbat. Et donc on peut passer le week-end en laissant le téléphone ouvert, en mettant sur la lumière allumée, l'application verte, et en mettant écouter du Pascal. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que de manière aléatoire aussi, parce que de temps en temps, il y a des anniversaires que je peux souhaiter, par exemple, mercredi 20 janvier, c'était l'anniversaire de Benjamin Biolay. Et pour son anniversaire, plutôt que d'attendre le vendredi pour lui faire un cadeau, le mercredi 20 janvier, surprise, j'ai posté La Balade française, une reprise que j'ai fait d'une de ses chansons, par exemple. Donc c'est ça le côté aléatoire de l'application, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir, on peut faire plaisir. Il n'y a pas de règle aux gens. Non, il n'y a pas vraiment de règle. Encore une fois, le mot-clé, c'est la liberté. Mais c'est bien la liberté, mais il faut pouvoir, se l'offrir. Moi, j'ai la capacité de me l'offrir pour l'instant, en attendant une catastrophe. Mais j'ai travaillé pour ça, j'ai fait des concerts pour ça, et grâce à ces concerts, j'ai fait fabriquer cette application, et j'ai fabriqué des albums. Comme je dis, j'ai mis tous mes sous dedans, mais c'est un plaisir incroyable, incommensurable. Ouais. De pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. On lui souhaite longue vie à cette application. Elle va avoir de longue vie, puisqu'elle elle existera jusqu'à à la fin de ma vie.
On la souhaite la plus longue possible. Ah oui, parce que c'est un truc personnel. Donc, mais plus il y aura des gens qui viendront et qui s'abonneront, et plus je pourrai faire des rencontres, des projets, des docs, voilà. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de personnes qui s'abonnent pour pouvoir continuer. Mais bon, là au début, c'est vrai que ça a été quand même un peu difficile parce que l'application, les documentaires, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de créer une communauté de personnes qui aiment, voilà, qui aiment ma musique, qui aiment ce que je fais, et je sais que ça existe vu les milliers de comment dire, de personnes qui se sont déjà téléchargé On rappelle le nom, Pascal. Obispo All Access. Exactement, ça s'appelle Obispo. Oui, mais j'ai pris mon nom, on sait jamais. Oui. Et le côté All Access, c'était le côté concert. Scène, All Access. On peut aller derrière. On aime bien avoir le pass pour aller voir l'artiste. On peut rentrer par le haut du haut et par le bas du haut. Et on peut rentrer et sortir si on n'est pas content. Mais en tout cas, il y a beaucoup de contenu. Pascal, on rappelle le principe de l'émission, ces chansons, ces points d'ancrage que vous avez choisis, ces points d'ancrage mémoriels, ces repères musicaux qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Alors, premier choix. Entre autres. Une phase quand même. J'ai essayé quand même de synthétiser. C'est pas facile. Une chanson qui est sans nul doute dans le panthéon de la chanson française. Votre premier choix, Pascal, c'est Avec le temps de Léo Ferré. Alors, quand on me demande souvent, alors c'est vrai qu'elle doit passer beaucoup quand je fais des émissions, mais on me demande toujours quelle est ta chanson préférée. Donc je dis j'en ai 3. Chansons françaises. Il y a Avec le temps, il y a Ne me quitte pas, et désormais je crois qu'il y a Mon vieux aussi. Voilà. Ça va, c'est ces 3 chansons que j'ai. C'est solide. Alors j'en ai chanté 2 sur les 3, qui seront dans l'application, puisque ça sortira bientôt au fur et à mesure, elles sont enregistrées. Mais Avec le temps, parce que j'ai compris encore plus cette chanson quand Philippe Pascal, mon ami de Marquis de Sade, dont on va parler tout à l'heure, est décédé. Et j'ai sauté sur l'occasion, cette si triste occasion pour lui chanter sur scène lors de ma tournée, voilà, ce titre de Léo Ferré qui est pour moi d'une violence et d'une beauté inouïe. Donc, je me suis aperçu qu'on pouvait pas chanter cette chanson jeune. Non. Et sans avoir vécu quelque chose de fort. Et à ce moment-là, je crois que j'ai presque encore mieux, je vais pas dire compris, mais en gros aussi, quand on ressent profondément les choses, je pense qu'on comprend mieux. On comprend mieux le sens de tout ça, quoi. Et, c'est vos parents qui écoutaient ça? Le sens de la vie. À la maison? Non. Tout petit, non? Non, ils écoutaient pas. Peut-être je l'écoutais, oui, avec mon beau-père, qui écoutait la chanson traditionnelle française. Enfin, je veux dire. On écoutait quoi chez vous lorsque vous étiez petit? Alors chez moi, on n'écoutait pas de musique jusqu'à quand j'étais petit. Ma mère écoutait des disques. À Bordeaux, c'était plutôt la variété française de Marie-Thige Carpentier. Et plus tard, lorsque vous avez déménagé à Rennes? Et quand je suis arrivé à Rennes, moi j'écoutais du post-punk, du rock, et par contre, on entendait dans la maison, j'entendais des chansons de Brel, Brassens, Ferré, Aznavour, musique classique et jazz. Je dis bien, je les entendais. Vous ne vous y attardiez pas à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, non, je n'aimais pas trop. Et aujourd'hui, je les ai découverts, depuis quelque temps évidemment, et je les ai écoutés, et je suis devenu entre guillemets un addict de la chanson française, et je cherche des choses à découvrir, à écouter. Et je trouve que justement les playlists, c'est vachement bien pour ça, les applications de musique. Pour découvrir? Pour découvrir, on se fait les albums, mais donc ça c'est une bonne comment dire, c'est une bonne trouvaille pour ça. C'est pas forcément une bonne trouvaille pour les rémunérations. Non, pour les auteurs-compositeurs. Les auteurs-compositeurs, c'en est pas une. Et c'en est pas une aussi pour ceux qui veulent découvrir un peu plus, comme on disait tout à l'heure. Bien sûr. La technologie doit être accompagnée d'humanité. C'est clair. Ça vous effraie pas, Pascal, avec le temps, de voir qu'il y a toute une nouvelle génération qui ignore
complètement Léo Ferré. Je vais vous raconter une toute petite mais ça, je le anecdote. sais. J'ai donné un cours, c'est pas un cours, j'ai fait dans une école de journalisme il y a pas longtemps une conférence sur la chanson française. Et je parlais donc des pères fondateurs. Et je dis bon, Brel, Brassens, on en entend encore parler. Effectivement, par contre, on les écoute encore un peu à la radio. Et Léo Ferré ne passe quasiment plus à la radio. Et là, je vous jure que c'est vrai, il y a un mec qui se lève de 20 ans, gamin de 20 ans, qui se lève, qui me dit si, monsieur. Attendez, tous les étés, on l'entend. Je dis merde, j'ai dit une connerie, tous les étés. Bah ouais, et le Sud de Léo Ferrer. C'est quand même, ça fait peur quand même. Bon, ça c'est une personne. Après, c'est vrai que on l'entend pas beaucoup, Léo Ferré aujourd'hui. Bah, je veux pas être super nostalgique. C'est vrai que moi, je me replonge dans mon adolescence et dans mon enfance où j'entendais, et maintenant j'ai envie de les écouter parce que elles sont rentrées dans mon ADN sans que je le choisisse, dans mon ADN musical. Mais c'est vrai que quand on écoute la plupart des artistes de la nouvelle génération, en fait, ils se copient entre eux. En fait, ils ont une appétence pour la musique américaine. Oui. Et dès qu'il y en a eu un ou deux qui est sorti et qui a fonctionné, en fait, ils se sont tous copiés entre eux et je une forme de clonage. Et je ressens absolument pas, évidemment, l'héritage. Donc, peut-être que dans quelques temps, oui, ça fera partie des artistes qui seront peut-être oubliés. Et dans quelques temps, quand nos générations seront plus là, j'espère pas. Mais en tout cas, moi, je fais tout pour que ça continue et que ça soit écouté et compris et ressenti. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un problème générationnel. Comme je dis dans ma chanson, ma génération, oui. On a tous l'impression d'être mieux que les autres. Alors que finalement on n'est pas mieux, on est juste très très différent par rapport à notre culture. Et qu'on devrait réinventer surtout. Ouais, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Alors après, c'est vrai, qui peut déterminer ce qui est le beau, qui peut déterminer que Brassens, Brel et Ferré, c'est mieux que tout et que ça a été fondateur. Moi, personnellement, j'ai envie d'y croire. Moi, je le dis, parce que j'en suis sûr, et c'est pas les seuls. On peut parler d'Aznavour, on peut parler de Trenet, on peut parler de les monstres sacrés, bien sûr. Ça c'est longtemps. Après, il y en a eu d'autres par génération, les Souchon, les Berger, les Cabrel, et on continue. Vous voyez, avec les Gainsbourg. Voilà. Et vous, Pascal aussi. Et vous aussi. Ouais, donc c'est un peu difficile de. Qu'est-ce que vous pensez avoir amené vous justement dans cette grande chaîne qu'est la chanson française? C'est quoi la touche Obispo, si vous deviez Moi, je pense que j'ai amené des mélodies, je crois. J'ai amené des jolies mélodies, j'ai l'impression, qui se chantent. Et ma collaboration avec Lionel a été très fructueuse au niveau Lionel Florence. Ouais, Lionel Florence avec. On a écrit beaucoup de chansons. Et c'est vrai que ce sont des chansons qui ont marqué une certaine période. Bien sûr. Et voilà, et qu'on entend toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà. Une toute dernière question avant qu'on l'écoute, Léo Ferré. Vous, Pascal, qu'est-ce qui vous fait le plus peur avec le temps? Qu'est-ce que vous craignez le plus? C'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez chanté? J'ai voulu construire cette application. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir comment dire, c'est de ne pas pouvoir goûter à toutes les chansons que j'aime. De ne pas avoir le temps. Ouais, pas avoir le temps de goûter à toutes ces chansons que j'ai entendues, maintenant que j'ai écouté, que j'aime, et j'avais absolument envie de les chanter et pas pouvoir aussi réaliser des fantasmes de musiciens. Là, je suis en passe de le faire, faire un album avec un big band de jazz, faire la musique ambiante, faire des chansons de 20 minutes, des musiques de 20 minutes, faire un album reggae, ce que j'ai fait. Donc ça j'aurais pas pu le faire si j'avais été un artiste, le même artiste qui aurait signé des contrats avec une maison de disques. Donc désormais ça je peux le faire. Donc voilà, j'ai eu peur de pas le faire et je suis en train de le réaliser. Et je suis juste en train de commencer. Il me reste encore dans on va dire une trentaine d'albums. Je pense que je serai bien, mais là c'est vrai qu'on a commencé à en réaliser une vingtaine, donc on avance et j'ai envie de réaliser toutes les choses
refaire les choses que j'aime. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante pour un artiste. Après... En tout cas, avec le temps, on vous souhaite de pouvoir... Ouais. On l'écoute avec le temps. Avec le temps qui me reste. On l'écoute. Les chansons de ma vie, le premier choix de Pascal Obispo. Quelle belle chanson. Quelle magnifique chanson. C'est même pas chanson. une belle chanson. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a tout. Et j'ai eu, petite anecdote, j'ai eu Mathieu Ferré qui m'a appelé. Et parce qu'il a vu que j'avais fait pas mal d'hommages. J'avais fait une chanson qui s'appelait Sur la voie ferrée. Et vous l'avez vu sur scène, Léo Ferré? Non, jamais. Moi, je l'ai vu à la télévision. Est-ce que vous avez vu cet enregistrement, vous qui adorez cette chanson, Champs-Élysées, Théâtre des Champs-Élysées, 1984? Oh, j'ai dû voir ça, ouais. Où il massacre la chanson. Ah non, ouais, il massacre la chanson. À un moment, il chante toutes ces nouvelles chansons et le public attend ça, c'est normal. Et à un moment, il les prend à partie, quoi. Il les maltraite. Vous êtes venu pour ça, c'est ça. En fait, vous avez rien à foutre du reste. Il massacre la chanson. Il la massacre à la tronçonneuse. Je vous assure. Et allez voir ça. Ça fait mal de voir ça parce qu'en même temps, oui, cette chanson, elle est juste magnifique, quoi. C'est important ce qu'il disait parce qu'il était profondément libre. J'en ai parlé avec son fils. Oui. Mais le truc, c'est que justement, ce qu'il explique sur scène et ce qu'il a expliqué, vous êtes venu pour ça, c'est justement le système qui nous empêche de faire venir les gens pour autre chose. Parce qu'on est joué avec des titres, des singles. On joue dans une période où on a beaucoup de succès. Parce qu'on est beaucoup joué. Oui. Et puis après, on joue de temps en temps avec nos anciens succès. Et les nouvelles chansons sont finalement moins jouées qu'à l'époque, dans cette période phare, où tout d'un coup, on était vraiment sous une lumière très, très, très forte. Et donc, c'est le système qui crée une espèce de dysfonctionnement entre le public et l'actualité de l'artiste. Et les artistes, parce que l'artiste, lui, continue de faire des chansons. Moi, par exemple, les chansons que j'écris aujourd'hui, alors maintenant j'écris mes textes, et c'est vrai que je trouve on les entend vos chansons à la radio. Elles passent encore. Non mais, les chansons qui passent à la radio, les anciennes, c'est avant 2002. Mais même les nouvelles, j'ai compté, moi je l'ai entendu à la radio. Oui, bien sûr, non mais ce que je veux dire, les chansons qui passent à outrance, ce sont vraiment les chansons qui sont avant 2002, qui sont entre 92 et 2002. Voilà, c'est-à-dire c'est une décennie. Et après, c'est-à-dire que on connaît moins d'un Ave Maria que Tombé pour elle, par exemple, qui pour moi est aussi jolie que Lucie. Voilà, on connaît moins 1980 que Fan, qui pour moi dit des choses aussi fortes que Fan. Mais bon, c'est comme ça. Donc en fait, ce dysfonctionnement est créé par un système qui est comme ça. On a vécu avec, c'est très bien. Donc les gens qui viennent au concert, ils ont envie d'entendre les tubes. Les tubes, c'est les chansons qui sont passées pendant une période. Bien sûr. Donc on a une forme de décennie chacun. Aznavour a la même chose, avait la même chose. Aznavour, il chantait tout le temps les mêmes choses. Hein. Johnny chantait tout le temps les mêmes chansons. Il rajoutait simplement, à chaque fois, 3 chansons du nouvel album. Mais finalement, c'était que des chansons des anciens albums. Et Charles a passé, 40 ans à chanter les mêmes chansons. Et Johnny, pareil. C'est fou. Et comme il s'ennuyait, il changeait les arrangements. Et il changeait il mettait les phrases avec un tempo différent. Et en fait, on changeait le décorum derrière. Et c'est la même chose pour tous les artistes. Et moi, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des chansons qui sont passées. Donc, et j'ai beaucoup de plaisir à les chanter. Donc, quand on vient sur scène, faut pas s'étonner de ça. Voilà. Ouais. Et je pense que quand ils ont commencé à faire des disques, je pense que Léo était au début du phonogramme, du 33 tours, etc. 78 tours même. Voilà, il était là, et je pense qu'il a vécu le premier, et il a eu la réaction normale, quoi. C'est difficile, mais faut passer outre ça, quoi. Bien sûr. Faut savoir que les gens, ils viennent pour écouter les chansons qui sont passées pendant une décennie. Au moins, ça rend humble. Bien Pascal, sûr. On continue notre promenade musicale au pays des chansons de votre vie, et je vous propose d'aller refaire un petit tour à Rennes, où vous emménagez en 1978 avec votre maman, Nicole, et je vous propose même d'aller plus précisément refaire un petit tour au lycée Émile Zola, et même plus précisément du côté du terrain de basketball. Et ça vous dit quelque chose ?
Ah bah le terrain de basket, oui, de la Tour d'Auvergne, ouais, Voilà. bien sûr. Et où vous tombez un jour sur une répétition d'un groupe? En fait, on avait donc c'est une association de la Tour d'Auvergne, donc il y avait des clubs de basket, enfin bref. Et nous, en sortant du terrain, en remontant parce qu'il était un petit peu en sous-sol, on était dans la cour sur le parking et elle jouxtait l'arrière d'une boîte de nuit qui s'appelle l'Espace à Rennes, voilà. Et les portes étaient ouvertes parce qu'ils faisaient le ménage et en fait il y avait Cure qui est en répétition. Ouais, en balance. Et il chantait une chanson dont on a fêté les 40 ans l'an passé. Ouais. Une chanson qui s'appelle A Forest, c'est ça? Ouais, c'est la première chanson que j'ai appris à la guitare parce que c'était une chanson hyper facile à jouer, ça se joue sur 2 cordes. Et c'était ça la new wave et la cold wave, voilà. Et donc voilà, donc je raconte que quand on a vu ce groupe pour la première fois, en fait, on a décidé d'arrêter progressivement le sport pour faire de la musique. Et il se trouve, ce qui est drôle, alors là, pour la petite anecdote, c'est que les accords de The Forest, ce sont aussi les mêmes accords que Savoir aimer. Ah. Mais c'est inconscient, en fait. Enfin, c'est inconscient, quoi. C'est-à-dire que ça reste la musique, ça reste dans votre ADN. Bien sûr. Et donc, quand j'ai commencé à composer, les accords les chocs émotionnels restent. Je cherchais une chanson, des accords pour Florent les plus beaux, en fait. Je cherchais une suite d'accords les plus jolis, en fait. Voilà. Et donc, inconsciemment, j'ai rebalancé une suite d'accords, la suite d'accords de Forest, c'est fou, quoi. Et sur scène, donc, en fait, on s'est amusé pour la tournée millésime d'accélérer le tempo et de faire pour et montrer les similitudes, quoi. Ouais, bon, c'est rigolo. Mais c'est à ce moment-là que vous décidez de devenir chanteur, c'est en les écoutant eux, ou vous aviez ça déjà depuis longtemps en vous, ou c'était un peu comme ça sous-jacent? Faire de la musique, oui. Pas devenir. Je pense qu'on ne devient pas. On est musique, en fait. Je pense que les gens qui cherchent à faire de la musique ou à apprendre à faire, ils seront jamais. Ils le feront, mais en détente. C'est-à-dire pour le plaisir. Je crois que le truc où on tombe dedans, et là, ou c'est vital ou pas, quoi, en fait, aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est un vrai problème, c'est une vraie pathologie, en fait. Moi, j'ai une vraie pathologie avec la musique. Donc, j'ai pas décidé, je pense que c'était en moi depuis les Maretti Gilbert Carpentier, et quand je suis arrivé à Rennes, je me suis repris une dose de musique parce que c'était une ville rock, et voilà, et là, je suis vraiment tombé dans la marmite, et c'était fini pour moi. Et au plus tôt. Ça commençait. Enfin, c'était fini pour le reste. Mais ça commençait pour vous. Exactement. Words of Goth, votre groupe, il était déjà à ce moment-là, il était déjà monté ou pas? C'est un petit peu plus tard. Ouais, c'est là, c'est juste après on a monté un groupe. Ouais. The Cure, c'était new wave, oui, mais c'était gothique aussi un petit peu quand même. Ouais, en fait, on n'appelait pas ça gothique à l'époque. Robert Smith, il a un look. Maintenant, on dit que c'est gothique, voilà. Mais c'est vrai que. Et vous avez eu un petit côté gothique, vous? Ah oui, bien sûr. Au lycée? Ah oui. En fait, le côté gothique, c'est né l'appellation beaucoup plus tard. On n'appelait pas ça comme ça. On appelait ça Batcave à l'époque. C'était plus ça. Gothique, c'est devenu gothique quand il y a eu, je sais pas, Marilyn Manson ou des trucs comme ça. C'était bien plus tard. Nous, on était des corbeaux, cold wave, new wave, post-punk. Bien avant John Mass. Bien avant qui? John Mass. Ouais, c'est marrant parce qu'elle a utilisé ce look-là. Complètement. Ce look-là pour faire de la variété. C'est super. C'était ça qui était amusant. Ouais, c'était amusant parce qu'en fait, on avait l'impression qu'elle nous volait notre look et le look de toutes nos copines qui étaient comme ça. Et pour faire une autre musique, on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Et en fait, c'était marrant parce qu'elle avait un super style et à l'époque, ça nous a attirés. On se dit, tiens, c'est quoi cette fille qui fait des pétards, qui s'habille comme Siouxsie and the Benchies? À l'instar de Cure qui a ouvert la voie à toute une vague de musiciens et de New Age, de New Wave, de New Wave. De New Wave. Il y en a eu plein, ouais. À la suite, vous aussi, vous avez ouvert la voie à plein d'auteurs et de compositeurs. Et parlez-moi de ces séminaires que vous organisiez. En fait, j'étais frustré parce que au moment où vous avez une forme de folie autour de vous, parce que comme vous passez à la radio, donc on vous demande d'écrire des chansons pour aussi passer à la radio. Donc on m'a demandé d'écrire des chansons pour d'autres. Et à un moment, je pouvais plus écrire parce que j'y avais trop de demandes. Et comme je rencontrais parallèlement des auteurs et des compositeurs qui voulaient que je leur file un petit coup de main.
J'ai décidé de faire des séminaires d'écriture, ce qui n'a jamais été fait en France, sauf une fois chez Barclay. Ils en ont fait un. Dans les années 60. Et d'après Jourdan, ils n'avaient écrit qu'une seule chanson sur, je sais pas, ou la semaine ou les 10 jours. C'est ce que m'avait dit celui qui vous connaissez Jourdan, celui bien sûr, Michel Jourdan, bien sûr. Michel Jourdan. Donc moi, je les ai fait de manière, comment dire. Je voulais que ce soit efficace et constructif, c'est-à-dire, je sais que Francis, que j'adore, il avait fait, je crois, un peu avant à Stafford. À Stafford. Je sais pas à quelle période ça a commencé à Stafford. À Stafford, ça commence au début des années 80, je pense. Voilà. Donc lui, il avait commencé avant, mais moi, je l'ai fait dans une volonté de pouvoir travailler avec les maisons de disques et placer des chansons d'auteurs-compositeurs. Donc voilà, le premier séminaire, il y avait 20 personnes. J'en ai fait une dizaine. Il y a beaucoup de tubes qui sont sortis, il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de chansons qui sont sorties. Et c'est ce qui m'a valu, comment dire, l'admiration de ce métier là, et toute la reconnaissance qui m'ont remis. Sans borne. Sans borne, cette espèce d'amour éternel pour moi. Et inassouvi. Et inassouvi, ouais. Donc effectivement, j'ai été un précurseur. Bah oui, parce qu'après les séminaires, alors je vais même vous dire pourquoi. Parce que le premier qu'on a fait, j'ai appelé ça séminaire. Ouais. Parce que mon ex-copine faisait des séminaires à Rennes, des séminaires de dentistes, de médecins, enfin bref, ils appelaient ça les séminaires. Et donc j'ai pas trouvé de nom. J'aurais dû appeler ça les rencontres, mais bon. Et en fait, ça s'est appelé séminaire 1, séminaire 2, et je détestais ce nom. Et quand les maisons disques ont commencé à loucher sur ce que je faisais, ils ont appelé ça aussi les séminaires. Ce qui prouve que ça venait vraiment de moi, mais ils l'ont fait pour des artistes. C'est-à-dire, ils ont fait des séminaires pour faire un album pour un artiste, un machin, en recrutant grâce à leur maison. Vous voyez que vous êtes suivi. Ça, je peux vous dire que je suis bien suivi, ouais. Votre application, elle va l'être aussi. Vous allez voir. Ouais, je suis bien suivi. Donc, je l'ai fait beaucoup. Et puis, au bout d'une petite dizaine de fois, quand les maisons de disques m'ont piqué tous les auteurs-compositeurs que j'ai, j'ai décidé d'arrêter parce que voilà, ils ont convaincu que c'était pas bien de travailler avec moi et qu'il fallait mieux aller dans des grandes structures, etc. Donc finalement, je me suis retrouvé avec plus personne parce qu'ils ont tous été voir ailleurs, avec plus ou moins de succès. Il y en a qui ont voulu devenir chanteurs ou chanteuses, il y en a qui ont composé à écrire pour d'autres. Bon, voilà, c'est la vie. Moi, de toute façon, c'est important d'être libre. Ça, c'est un mot qui revient souvent chez vous. C'est important d'être libre, mais il faut avoir les moyens d'être libre. Donc voilà, on peut pas manger à tous les râteliers. Donc où on est, on est radical. Et aller au bout de sa détermination. Ouais, je pense. Donc voilà. Donc j'ai fait tous ces séminaires d'écriture. On a écrit beaucoup de chansons, millésimes. On a écrit millésime, on a écrit des chansons pour Natacha Saint-Pierre, des chansons pour Isabelle Boulay, des chansons pour Florent Pagny, on a écrit des tas de chansons. C'était fou. Et c'était d'ailleurs, c'était trop. C'était trop pour... Voilà. J'ai même été, comme je vous disais hors antenne, à un moment donné, on était numéro 1 des indépendants avec et c'est formidable, la maison d'édition. Mais c'est formidable parce qu'en fait, j'ai fait travailler des gens. Travailler des gens qui n'avaient pas... Vous les avez mis sur une rampe de lancement. Exactement, qui n'avaient pas la possibilité... De le faire. Voilà, parce qu'ils étaient... ils avaient pas la carte. Les connexions. Ou soit parce qu'ils étaient un peu, entre guillemets, grillés, parce que tout d'un coup, ils avaient fait des trucs vraiment trop variétés dans les années 80, et donc on voulait plus les faire travailler. David Marouani. Problème d'image, encore une fois. David Marouani, mon ami David Marouani, qui a passé 11 ans sans pouvoir placer... Qui était le David de David et Jonathan. Exactement. Et c'est vrai que je rencontre ce gars et tout, et je connaissais pas, et bon, tout le monde connaît, est-ce que tu viens pour les vacances? C'est pas du tout la musique que j'écoute, mais moi je suis pas là pour... moi j'étais là pour faire des séminaires et faire des chansons, donc... Et puis j'écoutais ces chansons, je dis putain, c'était un super mélodiste, en fait, vraiment. D'ailleurs, bon, il avait prouvé, mais bon... Et il savait pas trop, alors je lui ai dit, écoute, viens au séminaire, on va faire une chose. Parce qu'il avait été refusé tout le temps. Mais je lui ai dit, écoute, on va... Changer de nom. On va changer ton nom. Tu vas t'appeler... David Gattegno. Voilà, tu vas t'appeler Gattegno, c'est le nom de sa maman. Oui, de sa maman. Et ça a cartonné. Et je vais chanter tes chansons.
je vais les chanter pour les proposer. Pour les maqueter. Et on va voir ce qui va se passer. Et ça a marché. Disons, quand il me raconte l'histoire, c'est qu'en 11 ans, il a placé aucune chanson, et en fait, en 3 semaines, il a passé 11 titres. Il était super heureux. Et puis même lui, il a bossé avec Céline Dion, tout ça. Il a bossé, il a fait Tina Arena, il a fait Natacha Saint-Pierre, Nolwenn. Enfin, il a bossé avec plein de gens. Et on lui refusait juste pour un délit de faciès. C'était un délit de faciès, on est d'accord. Les étiquettes, encore une fois. Et je trouvais ça vraiment triste pour lui, et ça m'a poussé aussi à faire les séminaires d'écriture, parce que je trouvais ça terrible que juste à cause d'un nom, il y en a d'autres, je vais pas citer. Bon, celui-là, il en parle, David, donc je peux le raconter. Mais il y en a d'autres que je citerai pas, qui voulaient pas. Et puis tout d'un coup, dès que on les a mis sur les rails, grâce à leur talent, grâce à leur capacité et leur mélodie et leur texte, moi j'ai juste aidé. Poussé. J'ai juste aidé, j'ai juste mis en valeur en chantant leurs chansons. Ça s'appelle un éditeur, tout simplement. Ouais. Pascal, c'est le vrai métier, je crois, d'un éditeur. On n'attend pas, quand on est éditeur, d'attendre qu'il y ait un album qui sorte pour être juste éditeur. On est bien d'accord. Et bouffer avec lui tous les 2 ans pour lui faire re-signer son contrat, ce qui m'est arrivé. Ce qui est d'ailleurs pour ça, au bout du 3e, j'ai dit, écoute, maintenant on va arrêter les conneries, je vais partir, et puis maintenant je vais t'expliquer comment on peut travailler. Non, mais pas comment on fait, j'ai pas de leçon à donner à personne, mais c'est intéressant de montrer qu'il y avait des possibilités autres de faire travailler plein de gens différents, et comment on monte les choses. Enfin bon, après, je suis désolé, mais bon... Pascal, on va juste revenir de là... Nous étions partis, ouais. Secure, on retourne à notre adolescence. Allez, on y va, c'est parti. Pascal, on va rester à Rennes pour votre 3e choix. Ouais. Dans cette liste de chansons que vous avez choisies, en écoutant Marquis de Sade. Alors, Marquis de Sade, c'est la scène rock rennaise, à la toute fin des années 60. C'est marrant parce que ce groupe, avec Franck Darcel, avec lequel vous allez monter Senso ensuite, un autre Franck Darcel et Philippe Pascal. Ouais. Philippe Pascal qui nous a quittés l'an passé. C'est un peu la réponse française au New Age, au New Wave. C'est un peu les mêmes codes, c'est un peu et ce groupe est resté mythique. Ils n'ont fait que 2 albums en tout et pour tout. Comment vous expliquez ça, qu'un groupe comme ça devienne culte alors que, franchement, en fait, on est souvent culte quand on a marqué une génération. Donc, ils ont marqué en fait une région, puis une génération, une façon d'être, une façon de voir différemment le rock. Qui ne soit pas trop emprunté, c'était pas de la copie des anglo-saxons. Non. Il y avait vraiment une identité qui leur était propre. Et ils avaient surtout... bon, c'était un groupe évidemment, mais Franck Darcel était quelqu'un de... Et quelqu'un toujours. Et quelqu'un de très... comment dire... Bon, c'est un super musicien, avec une super oreille, qui a voulu créer quelque chose avec ses camarades. Et Philippe Pascal, au chant, c'était une forme de Rimbaud... ce que je dis toujours, c'est une espèce de Rimbaud moderne ou un Baudelaire moderne. C'est quelqu'un de particulier. Moi, quand je les ai vus sur scène, là, ils s'étaient reformés oui. au bout de 37 ans. On les a vus, la salle était pleine, mais c'est-à-dire que ça bouge pas, quoi. Ça bougeait pas. Il y avait une forme d'aura, de charisme. Et c'est toujours aussi moderne. Quand on écoute la musique, je trouve que c'est... Ouais, c'est différent. Qu'est-ce qui vous touche en eux? C'était le pendant peut-être de la musique, oui. de la musique de plus Joy. On va dire, c'était plus près de Joy Division et Television. Oui. Joy Division Angleterre et Television, le groupe de Tom Verlaine aux États-Unis. Voilà, c'était plus ça, avec peut-être les premiers Talking Heads ou les premiers les Richard Hell et les choses comme ça. Mais c'était. C'était quoi pour vous? Ça a été un choc lorsque vous les rencontrez? Moi, c'était fondateur pour moi. C'était mon adolescence et là, vous vous dites, c'est là c'est ce que je voulais être. Ouais, je voulais être lui, en fait. Je voulais être eux, je voulais être avec. Franck Darcel, vous devenez tout de suite pote avec lui? Non. Ça va prendre Philippe, du temps. Oh là là, ouais. J'ai fait la première partie de Mark Seberg en 85, je crois, ou en 84 ou 85. Vous étiez timide? Ouais, c'est difficile. On est juste guitariste dans un petit groupe, voilà,
d'héritiers de la tradition qu'ils ont instaurée. Donc on va pas faire les malins, quoi, puisque finalement on n'inventait rien, on voulait juste suivre. Donc ouais, non, c'est plus tard que quand j'ai fait le bassiste avec Evening Legends, que Franck a entendu parler de moi, il m'a demandé de faire la basse, et puis là, comme il a vu, un soir j'ai fait des imitations, j'ai chanté, et puis et c'est parti. Ouais, c'était ça, mais j'avais toujours, c'est Philippe, c'est pour ça que j'ai toujours dit, enfin moi je suis pas un chanteur, quoi, je chante, ça n'a absolument rien à voir. Un chanteur, c'est Brel, c'est Philippe, c'est Philippe Pascal. C'est Philippe Pascal, c'est des gens comme ça, enfin c'est Bowie, c'est Freddie Mercury, ça c'est vraiment des chanteurs. Moi, je chante simplement, je chante mes chansons. Vous les défendez très bien en scène. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. C'est-à-dire que incarner je suis plus un entertainer et un musicien qui rentre dans sa chanson qu'un chanteur qui va incarner quelque chose de très 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 inspirant. Donc c'est ce qui m'a plu chez Mark Itzad et ensuite Mark Seberg. Ça m'a complètement perturbé. Ça m'a fabriqué, en fait. Ça a fabriqué ce que. Et c'est fondateur. C'est fondateur. Ouais. Pourquoi cette chanson précisément? Konrad Veidt. Bon, j'ai choisi celle-là parce que c'est la chanson la plus, qui représente le plus Mark Itzad quand on parle d'eux, voilà. Après, moi, j'ai une préférence pour l'album d'après parce que j'adore la dissonance des sax. Il y en a eu deux en tout. Ouais, donc voilà. Et mais on va rappeler quand même pour nos auditeurs qui était Konrad Veidt. Konrad Veidt, c'est un acteur allemand, porte-drapeau de l'expressionnisme allemand, exactement. donc totalement haï par l'Allemagne nazie. Exactement. Il part en 1933 parce qu'il se marie avec une femme juive. Ouais. Et ce qui est un peu funeste quand même, et ce qui est un peu drôle, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, il meurt en 1943, à Hollywood, on ne lui fait jouer que des rôles de nazis. Pour un mec qui avait quand même fui ça, c'est quand même énorme. Ouais, c'est assez bizarre. Et donc, il avait fait Bela Lugosi. Oui. Bela Lugosi aussi. Voilà, le vampire. Pour schématiser l'expressionnisme allemand au cinéma, c'est Fritz Lang, par exemple. Voilà, c'est Fritz Lang un peu. On n'a qu'à dire ça. Et c'est vrai que Philippe dansait comme ça. Oui. Il y avait quelque chose de très théâtral. Ouais, c'était parce qu'il était très timide en fait. Et vous en parlez toujours avec beaucoup d'émotion. Bah ouais, parce que c'était mon idole et après c'est devenu mon ami. Hein. C'est ça qui est dur, voilà. Avec le temps. C'est dur de perdre quelqu'un qui vous a, qui était presque comme un père de substitution indirectement, sans le savoir, qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. On l'écoute ? Ouais. Une esquisse de Klimt. Vous les connaissez par cœur ? Bah oui. J'ai écouté ça des milliers de fois. Klimt, quel peintre. C'est un de mes peintres préférés aussi. Voilà, il n'y a rien de... Moi, tout est là, quoi. Ouais, bah oui. En plus, j'ai fait de la peinture. Vous en faites toujours ? Oui, bien sûr, j'en fais toujours, mais je ne serai jamais... C'est trop tard. C'est un regret, ça, pour vous ? La musique m'a beaucoup nourri, donc... ça a compensé. Ça va, oui, ça a compensé. Là, la frustration est un peu compensée avec l'application, mais quand je rentre le soir ou le week-end, c'est vrai que j'ai délaissé les bouquins pour me mettre dans la peinture. Le pinceau. Ah, c'est fou. C'est incroyable. Vous plongez et vous ressortez après. C'est marrant. C'est bizarre. On verra si je les brûlerai comme Gainsbourg. Pascal, vous avez écrit des centaines de chansons pour vous et pour les autres. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Écrire pour les autres, vous mettre tel un tailleur au service de l'autre à habiller, ou écrire pour vous ? Où est-ce que vous prenez le plus de kiff ? Moi, j'aime bien écrire pour les autres. Après, j'écris plus pour les autres, puisque, voilà, c'est... Il n'y a plus d'autres. Il y a plus d'autres. Il y en a de moins en moins. Oui, bon, après, voilà... Florent, il voyage un peu, il aime bien travailler avec d'autres personnes, et puis bon, on a tellement, avec Lionel, on a tellement matraqué sur 3 chansons, il veut pas que ça recommence. Enfin, je veux dire, c'est des chansons. Et vous pourrez pas faire mieux, quoi.
En plus, c'est vrai, je me demande comment on peut faire mieux dans le travail avec Florent, évidemment, que de faire des chansons qui sont passées à un moment donné beaucoup. Donc voilà, et comme lui, c'est pareil, hein, il passe aussi sans doute un peu moins que moi, il n'est pas dans la génération, donc... savoir aimer un jour une femme, chanter ma liberté de penser, je pense qu'on est bien là. C'est bon. Non mais on a fait un truc avec tous les trois, quoi, hein, avec Florent et Lionel, Florence. C'était fou. Il y a un artiste pour qui vous rêveriez d'écrire, et ça ne s'est pas fait encore. Vous avez un nom comme ça, vous dites lui j'ai jamais rencontré, ça s'est pas fait. Voilà, c'est. Moi j'ai toujours eu envie d'écrire pour Vanessa. Je pense qu'elle a pas. Vanessa, si vous nous écoutez. Pas. Non, mais je pense que j'ai commencé comme ça et j'ai toujours voulu parce que je trouvais qu'elle incarnait parfaitement, une forme d'élégance, de beauté, aussi, je sais pas, une espèce de truc un peu indé, et ça s'est jamais fait. Donc voilà, mais c'est vrai que peut-être un jour, je ne sais pas. Il est pas trop tard. En plus, comme maintenant, je commence à écrire vos textes aussi maintenant. Les textes, peut-être que ça peut être, ça peut y avoir une possibilité, mais c'est vrai que c'est quand je suis arrivé à Paris, je n'avais qu'une obsession, c'était écrire Vanessa Paradis. Pascal, vous avez écrit des chansons pour les autres, vous avez aussi écrit des spectacles, et à une époque, au tout début des années 2000, à une époque où l'on disait volontiers que Paris n'était pas Broadway et que les comédies musicales à la française, ça marcherait jamais, il y avait eu Notre-Dame de Paris qui avait un petit peu fait parler d'elle, et puis vous arrivez avec les 10 commandements. Ouais. Racontez-moi comment on se lève un matin, comment un jour Pascal Obispo se lève, prend 2 auteurs qui ne se connaissent pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés, vous les convoquez chez vous, vous les envoyez à Tahiti ensemble. Patrice et ils ont voulu aller c'est eux qui ont voulu aller là. Ils se connaissaient pas, les mecs. Non. Donc vous les mariez, c'est-à-dire que vous avez quand même le pif de vous dire ces deux-là, ils vont pas s'arracher les cheveux. Ils en ont fait d'autres en plus après. Ils en ont fait plein ensuite. Et sans moi. Non, mais c'est quand même ça un vrai talent d'éditeur. Enfin, Je pense que si j'avais été cuisinier, j'aurais pas été mauvais. Vous savez mettre les bonnes épices ensemble. Ouais, je pense les bons mélanges. Après, c'est une question de goût. Hein. Mais les 10 commandements, c'est arrivé comme ça. Pourquoi on m'a demandé. Ah, c'était pas vous qui avez... Non, on est venu me voir, on m'a dit, Albert Cohen est passé me voir, il m'a dit, on m'a appelé, est-ce que tu veux faire les 10 commandements? J'ai dit, non, vous rigolez, une comédie musicale, arrêtez. Je me marrais. Vous n'y croyez pas vous-même, donc, au départ? Non, lors du déjeuner, j'ai dit, mais non. Mais j'étais avec mon pote Dominique Dodo. Ouais. Et on sort du truc et j'ai dit... Éminent directeur artistique aussi. Et je dis... Et à l'époque, non, pas du tout. Il n'était pas encore. Ah non, il était avec moi. Il arrivait de Rennes. Il avait vendu il faisait du marketing, il faisait plein d'autres choses, enfin bref. Il va s'occuper de pas mal d'artistes ensuite. Après, oui. Mais après, on a travaillé, quand j'ai fait le label avec les 10 commandements. Et donc, je sors du restaurant et je lui dis, mais les 10 commandements, je dis, ils sont malades. Il me dit, mais non, c'est une bonne idée. Je dis, ah bon? T'es sûr? Oui, oui. Je rentre chez moi et puis je commence à regarder un petit peu les chansons que j'avais, puisque j'avais écrit des mélodies. Et puis, lors du premier rendez-vous, je fais écouter des chansons, et notamment la musique qui a servi à faire l'envie d'aimer. Et c'était parti comme ça. Et je dis, attendez, je réserve ma réponse. Mais en fait, je crois que la semaine d'après, j'avais déjà écrit une dizaine de chansons. Avant de réserver ma réponse, j'avais déjà regardé un petit peu ce que je pouvais faire. Donc vous l'aviez le truc, en fait. Ouais, mais en fait, j'aime pas trop les comédies musicales, moi. Vous attendiez à une telle déferlante? Non, bien sûr que non. C'était un phénomène de société. En fait, c'est pas vraiment... Ouais, le truc, c'est que la différence avec Broadway, c'est que Broadway, il y a du parler, chanter, en fait. Il n'y avait pas de dialogue entre les chansons. Et c'est ce que j'ai proposé. Moi, j'ai proposé qu'on fasse des chorégraphies entre les chansons, et aussi pendant, mais pour que justement on conçoive ce projet qui était un projet qui est devenu un projet fou, mais au début je savais pas quoi. Moi j'avais vu j'avais vu Notre-Dame de Paris. Ouais. Bon, je me suis un peu emmerdé, mais en fait, mais je trouvais que les chanteurs étaient super. Et que les chansons étaient là. Bon, j'en ai repéré juste 3-4 que j'aimais bien. Ouais. Après, c'est mes correspondances, mais vraiment, Garou était top, Fiori chantait grave, Le Temps des cathédrales aussi, Hélène, mais franchement, je trouvais ça chantait.
Et puis les chansons, voilà, Belle, Le temps des cathédrales, bon, voilà, il y en avait 3-4 que j'aimais bien. Mais je suis sorti, puis je me dis, c'est ça les comédies musicales, écoute, pourquoi pas. On y va. Ben oui, je me suis dit, pourquoi pas, bien sûr. Ça m'avait pas l'air très difficile à faire, en fait, puisqu'il y a quand même, c'était un mur avec des barrières, bon. Combien de représentations? Alors, c'est pas pour critiquer, hein, mais c'est vrai que je trouvais que je m'attendais à quelque chose de plus. Quand j'étais voir le Cirque du Soleil... C'est autre chose. C'est pour ça qu'après, j'ai voulu faire Adam et Ève, et je me suis complètement ramassé, parce que j'ai voulu faire un Cirque du Soleil à Paris, et bon, il y a tout un ensemble de choses qui a fait que ça a pas pris. Mais les commandements, combien de représentations en tout je sais pas. Ça a fait en Italie. Joué pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans? Ouais, un truc comme ça, oui. Et puis on a vendu beaucoup de disques. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu la voix de Daniel Lévy? Je l'avais entendu avant, parce que moi je suis toujours... j'écoute. À l'affût? Oui, à l'affût, mais en fait j'avais entendu le truc avec Catherine Lara. Oui, sans délai romantique. Ouais. Et Hôtel du Châtelet. Exact. Et Le Rêve Bleu aussi. Le Rêve J'avais Bleu, entendu comme ça. Aladdin Disney. Et quand avec la petite Karine Costa. On va continuer notre balade. On va rester dans une forme de spiritualité. Lennon, Imagine. Oui, alors Imagine There's No Heaven and No Religions Too. Et on est sur Radio J, c'est ma question. Je ne peux pas ne pas vous la poser. La religion, c'est quoi? Alors en fait, la religion, moi j'étais au catéchisme quand j'étais petit. Donc on m'a bien mis dans la Bible. Ouais. Et donc on me faisait faire des dessins. C'était super, c'était un très très beau moment avec mon abbé qui s'appelait l'abbé Texier, qui est mort maintenant, le pauvre, depuis l'an dernier ou il y a 2 ans. Et donc j'ai été baigné dans cette éducation et on passait des super moments. Et au moment de faire donc les 10 commandements, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment dire, c'est pour les gens qui croient, parce que j'ai toujours respecté les gens. Ma tante, ma grand-mère, quand elle dormait à côté de moi, elle faisait toujours sa prière, ma grand-mère Lucie. Oui. Elle faisait sa prière le soir quand j'étais petit, je la voyais comme ça du coin de l'œil, elle faisait sa prière, etc. Elle avait ses trucs, son chapelet, machin. Et ma tante est aussi très, très croyante et tout. Vous l'êtes aussi croyant? Moi, le truc, c'est que je crois en la musique. Et je crois au pouvoir de la musique. Donc, et par rapport à la croyance dans une religion... Et c'est de la spiritualité quand même. J'ai toujours dit que ça devait rester pour un truc intime, en fait. La sphère du privé. Exactement. Et pourquoi je suis allé sur ces 3 trucs sur la Bible? C'est parce que j'ai vraiment profondément, de tendresse et de respect pour ces gens qui se réfugient, comme mon arrière-grand-mère Lucie, qui en avait besoin. Le soir, elle faisait ses prières. Un réconfort là-dedans. Un réconfort. Et moi, ce réconfort-là, je ne l'ai pas trouvé spécialement dans la religion, moi je l'ai trouvé dans la musique. Quand vous écoutez Imagine, par exemple? Et c'est la musique qui m'a permis justement de m'équilibrer, d'être bien, d'avoir une espèce de, peut-être d'être bienveillant, peut-être d'avoir des visions pour les autres, etc. D'être généreux, de m'occuper d'associations. Je pense que c'est grâce à la musique que ça vous a juste ouvert le cœur. Que je suis devenu... Peut-être qu'il était déjà ouvert, je savais pas. Mais encore plus. Mais la musique, ça m'a permis ça. Voilà. Et pour la religion, c'est vrai que j'ai jamais... pour moi, toutes les religions, quelles qu'elles soient, ça doit rester quelque chose... de la sphère du privé. Il y a des chansons comme ça que vous regrettez de ne pas avoir écrites. Il y a des chansons comme ça, comme Imagine, je pense, où vous vous dites, celle-là, j'aurais bien aimé la faire. À regretter de ne pas avoir écrit? Oui. Avec le temps, d'ailleurs, ça aussi fait partie. Avec le temps, Ne me quitte pas, je sais pas, Imagine, Yesterday. On peut faire tout le répertoire... On peut faire tous les répertoires des Beatles ou même de Souchon, de Berger, ça vous stimule quand vous entendez une belle chanson à la radio, vous dites ça vous donne envie de vous dépasser comme un petit défi en plus? Je pense que la musique, c'est pas un challenge. La musique, c'est quand on écrit des chansons, pour moi, ça vous régénère?
Oui, mais on se dit pas, tiens, je vais écrire une chanson. Ça n'existe pas, pour moi. Mais ça donne envie, peut-être. Non, mais en fait, ce qui existe, c'est plutôt comment dire. Il y a une forme d'urgence, en fait. C'est comme si vous étiez pris par le col, comme ça. Il faut y aller. Et ça vous mène au piano. Il faut faire. Ça m'est arrivé avant-hier. Mon piano est toujours ouvert et je passais, je voyais, je revenais, je passais. Il a fallu que j'y aille. Et j'y suis allé. J'ai pris mon dictaphone parce que je me connais et donc j'ai enregistré le premier truc qui me venait avec les premiers accords. Voilà, on se dit pas on va faire une chanson. Là, vous laissez dans le dictaphone, vous dormez dessus et vous revenez le lendemain voir si ça valait le coup ou pas. J'ai pas réécouté. Pas encore. Non, mais en fait, j'en ai plein et puis après, je les mets sur l'ordinateur et quand je dois faire un projet, je réécoute et puis je sélectionne. Je me dis, tiens, ça c'était bien. Comme ça, on prend du recul. George Michael disait pas ça. Lui, il travaillait la veille et il enregistrait rien. Et il disait, si je me souviens de la mélodie que j'ai fait hier, c'est qu'elle est bonne. C'est que je dois la garder. Brassens disait ça aussi. J'espère qu'il disait pas ça pour les textes, parce que non, les textes, non, pas mal de mémoire. Mais les mélodies, il disait, si jamais le lendemain, en reprenant ma guitare, ça me revient, c'est que c'était une mélodie mémorisable. Ouais, sauf, j'ai un petit bémol avec ça, sauf que si vous en faites 10 dans la journée... Ah oui. Voilà. Si vous en il faut avoir, et c'est pas de la mémoire qu'il faut avoir, c'est un disque dur. Donc si vous en faites une et que vous la jouez 10 fois, 20 fois, 30 fois, et qu'elle revient c'est normal. Normalement, c'est normal. Voilà. C'est une gymnastique de l'esprit. Mais moi, de temps en temps, j'ai pu faire pendant un week-end. Votre record, c'est combien de chansons en une journée? Je suis pas un sportif avec la musique. Mais puisque vous dites que vous et c'est votre respiration, et c'est votre oxygène. C'est quoi moi, quand j'ai ouvert le bouquin de poésie de mon père et que j'ai écrit l'album de Marceline, j'ai aussi écrit une quinzaine d'autres en un week-end. Donc j'ai dû faire une trentaine de mélodies en un week-end. C'est pas mal. J'ai tout fait parce que il faut enregistrer tout au moment où ça vient. Ça n'arrêtait pas. Il faut prendre. Oui, et c'était fou parce que, et là, d'ailleurs sur l'application, je vais faire la deuxième partie de mon album de poésie, puisque j'avais fait Marceline Desbordes-Valmore, qui avait remporté le plus grand nombre de suffrages du public. Des compositions au début. J'en avais fait beaucoup avec elle et j'ai voulu approfondir. Je trouvais ça vraiment incroyable, son écriture. Je trouve que c'est magnifique. Il m'en restait une d'ailleurs que j'ai mis dans l'album de poésie que j'ai fait avec De Laurentiis, mais là de façon électronique. Mais par contre, j'ai chanté Baudelaire et j'ai chanté Spleen de Baudelaire, j'ai fait Green de Verlaine, j'ai fait Chopin de Proust, qui est magnifique et que j'adore ce texte. Chopin, c'est un texte de Proust, voilà. Que l'on va découvrir bientôt, donc. Oui, j'ai fait Obispo, All Access. Des chansons de Germain Nouveau, de Félix Harver. J'adore Germain Nouveau parce que je trouve qu'il se rapproche de l'écriture de Lionel. Je trouve qu'il est très simple et très, très moderne. J'ai fait du Alfred de Musset aussi. J'ai fait plusieurs textes d'Alfred de Musset. Et aussi une autre chanson de Marceline qui me restait. Il faut quand même que j'en refasse une qui s'appelle. Le refrain, ça s'appelle Il m'attend, mais c'est magnifique. Donc j'adore la poésie, je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, donc j'ai pu en un week-end en faire plein, quoi. Vous avez des textes aussi beaux que ça. Franchement, c'est difficile de pas mettre de la musique. Enfin, quand on... Vous saviez que Imagine, pour revenir à nos moutons... En fait, c'était un vaste prétexte, ces chansons, pour parler, c'est tout. Exactement. Faire parler, c'est ça. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Il a fallu attendre 2017 pour que Yoko Ono soit crédité dans l'œuvre. En fait, Imagine, c'est parti d'un poème de Yoko Ono. Pendant des années, en 71, quand il a enregistré, il a signé tout seul. Et en 2017, Yoko Ono était crédité à nouveau dans l'œuvre. On l'écoute ? Imagine ? Ah, c'est marrant ça, cette histoire. Ouais. Si vous en voulez d'autres, vous me demandez. Elle est bien. Moi, j'en ai aussi. Enfin, bon, j'en ai trop, moi, a priori. On écoute. Imagine, le choix de Pascal Obispo dans les chansons de ma vie sur Radio J. Pascal, votre 5e choix, c'est une chanson magnifique, une chanson qui parle de la séparation, une chanson où on entend des larmes. C'est Serge Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais. Est-ce que vous savez pourquoi elle pleure, Jane Birkin, dans cette chanson-là ?
Parce qu'elle trouvait que la chanson était ratée, non? Non, en fait, je lui ai posé la question. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était une espèce de colère et de studio. En fait, elle venait d'envoyer Charlotte chez sa grand-mère, donc chez sa maman à Londres. Elle était triste que Charlotte soit partie. Ah ouais. Et en fait, elle pleurait et Gainsbourg a sauté là-dessus et a pris ses sanglots pour en faire... Pas dégueu, les petits gars. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson-là? Ce qui me touche, c'est sa façon, justement, de dire... de retourner le truc négatif en positif, enfin, bon, et vice-versa. J'aime bien la formulation. Je trouve que c'est un auteur qui a beaucoup emprunté à la poésie et je le lis, quoi. C'est ce que j'aime chez lui, en fait. Parce là, en l'occurrence, Verlaine. En découvrant la poésie, on s'aperçoit qu'il a puisé, mais il les a modernisés. Et c'est comme la musique. Et je pense que nous, ce qu'on est, c'est voilà, on est des, comment dire, vous appropriez des choses, ou des cuisiniers ou des chercheurs. Et puis en fait, on a un ADN musical. Et puis de temps en temps, on rajoute des ingrédients, des musiques, des textes, des poètes, etc. Et puis on fabrique quelque chose avec l'événement. De personnel. Voilà, quelque chose de personnel. Donc on n'a rien inventé, puisque tout ce qui est dans la marmite, en fait, existe. Déjà. Voilà, existe déjà. C'est juste, on fait des mélanges et des dosages différents. Donc on retrouve des mots, on retrouve des phrases entières de la poésie, des mélodies entières de la musique classique ou du jazz, partout. Une personne qui vous dit qu'il a créé quelque chose, le gars n'y connaît rien. Parce qu'il n'a jamais écouté de musique classique, de jazz, ou n'a jamais lu de poème. Parce que tout est fait. Tout est là déjà. Tout est fait, mais voilà. Et donc il suffit de se l'approprier et d'en faire quelque chose de singulier. Et c'est pour ça qu'on est, c'est pour ça qu'on a des correspondances, on a des liens, c'est-à-dire des liens, par exemple. Correspondance baudelairienne, bien sûr. Ouais, baudelairienne. Moi, j'utilise beaucoup ce mot. Ouais. Pour rester dans la poésie. Les fleurs du bien, non? C'est ça. C'est ça. Les séparations, ça vous fait beaucoup écrire? Et les grands chagrins d'amour? Je pense que c'est beaucoup... comment dire? C'est une source très intarissable. Ouais, c'est. Alors quand on est bien, c'est vrai que le bonheur, c'est plus fade. Hein. C'est plus fade. Non, mais vaut mieux changer de sujet. C'est-à-dire que quand on est bien dans sa vie, vaut mieux trouver des sujets autres que à l'époque où on était mal. Histoires d'amour. Voilà, on peut faire ça. Voilà. Oui, c'est aujourd'hui je vais bien, mais je me souviens sans toi comme j'étais malheureux. C'est pour ça que dans l'application, j'ai fait une chanson sur une métaphore sur Jésus, Nazareth, oui. Et la vague de Nazaré au Portugal. C'est pour ça que j'ai parlé du Moja, un titre qui va sortir pour la journée du droit des femmes le 8 mars, sur ce village interdit aux hommes. C'est pour ça que j'ai fait une chanson qui s'appelle Formule 1, où j'ai fait une chanson sur une femme battue, des choses comme ça, qui s'appelle Sugar Dance. Oui. Mais quand on est vraiment pas bien et malheureux, on fait que des chansons d'amour. Voilà. Une magnifique chanson d'amour, celle de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Le choix de Pascal Obispo dans les chansons de ma vie sur Radio J. Pascal, d'abord merci. Je faisais Gainsbourg. Vous le faites très bien. J'ai fait un petit hommage sur ma prochaine chanson qui est dans l'application qui s'appelle Obispose. Et l'avenir, c'est Pascal Obispo imitateur? Oh, ça non. Moi, je suis pas imitateur, je suis chercheur. Et le chercheur, il prend partout. Il prend un bout de cheveux, un bout de mot, un bout de peau. Vous cherchez, mais vous trouvez bien aussi. Oui, on essaye de trouver des choses nouvelles. C'est compliqué, mais c'est possible. En tout cas, une application avec un abonnement pour le prix de 2 crêpes au chocolat ou pour 1 an d'une place de concert avec tout ce que je vais y mettre dedans. Je trouvais que c'était une bonne façon d'approfondir des concepts ou d'aller encore plus loin avec un artiste qui a toujours été ouvert avec les autres artistes. Totalement. Voilà, donc en tout cas, là, je pense que vous nous avez vraiment donné, vous avez donné envie à nos auditeurs d'aller découvrir Obispo Access. Pascal, on pourrait vous écouter pendant des heures. On a trop d'histoires tous les deux. Hein. Si on commence à se raconter les histoires, les anecdotes. On en refera d'autres. Ouais. Pascal, merci d'avoir fait un détour par notre micro. Avec plaisir. À bientôt et plein de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup. Merci.